Donc, je te laisse, si tu veux, pour commencer, expliquer un peu quels sont tes intérêts que tu as développés dans ce livre et que tu es en train de développer ailleurs dans tes articles et tes travaux, s'il te plaît. Alors, merci à toi et merci pour cette invitation. Merci d'être venu aussi ou de nous regarder via YouTube ou Zoom, je ne sais pas quel est le système. Donc, comme c'était brièvement évoqué, je suis journaliste indépendant et ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse plus particulièrement aux luttes sociales, écologistes, solidarité migrante et lutte TPGQI ou LGBTQI. On pourra discuter éventuellement des termes si ça vous intéresse au moment des questions. Et en parallèle de ça, j'ai une activité, alors je sais pas, de militant dans différents collectifs et je fais un peu des allers-retours ou des déplacements entre différents espaces, que ce soit plutôt propre aux luttes LGBTQI, de soutien à certains moments aux exilés, de l'accompagnement aussi à une certaine époque, et puis essentiellement ce qui m'intéresse quand même particulièrement, c'est la question des actions et de l'organisation d'actions de désobéissance civile. Donc ça, c'est un des points un peu central depuis quelques années de comment on organise des actions, comment on les pense, avec qui, comment on construit des alliances dans l'espace public face à un pouvoir répressif. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent depuis assez longtemps. Et puis donc il y a effectivement ce livre qui est sorti en septembre 2021 aux éditions Cambourakis et qui est aussi le reflet de la recherche de liens entre une histoire LGBT, LGBTQI et le développement d'une pensée qui relèverait de l'écologie ou de l'écologie politique. Et c'est vrai que ça fait quelques années aussi parce que moi je me définis en tout cas et je me suis construit en tant que PD, j'emploie ce terme-là pour me définir. Ça fait quelques années que j'essayais aussi de trouver ma place dans des espaces de militance écologiste, on pourra en reparler. Et donc j'avais cette volonté et ce besoin surtout en fait de trouver d'autres histoires qui parleraient de moi ou de personnes qui auraient eu des expériences proches des miennes et de leur tentative aussi de penser ou d'élaborer une vision politique globale qui n'aurait pas seulement à faire ou seulement à voir avec la question de l'égalité des droits, même si c'est une question importante, mais plutôt avec une sorte de pensée critique globale de la société et notamment du capitalisme et de la violence. Donc on pourra en reparler. Donc ça, voilà, c'est un peu des sujets autour desquels je tourne et je suis très intéressé par les questions de mémoire aussi, d'archives, voilà, puisqu'il faut raconter aussi d'autres histoires ou des histoires qui sont méconnues ou oubliées. La question des archives et du passé a évidemment une place très importante dans mes intérêts d'écriture aussi en ce moment. Voilà. Merci beaucoup aussi de cette présentation. Donc, si tu veux, pour commencer, je voulais évoquer un peu Bon, d'abord, peut-être que on peut projeter peut-être la couverture du livre, je ne sais pas, mais si c'est possible. Et donc, dans le livre, tu dis tout de suite que ce qui t'intéresse, c'est comme tu viens de le dire aussi maintenant, c'est d'associer les luttes écologiques, disons, avec d'autres formes d'oppression, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler l'intersectionnalité, de se rendre compte que ce n'est pas qu'il y ait diverses formes d'oppression, évidemment qu'il y en a et qu'elles sont diverses, mais qu'elles se combinent les unes les autres en produisant des effets particuliers. Et donc, comme tu viens de le dire, plus précisément les questions de sexualité non normative et les questions écologiques
pour nous, peut-être, c'est clair qu'on peut les penser ensemble, mais peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, si tu peux expliquer un peu plus en détail comment tu vois cette association. Il y a aussi la question de la race, d'ailleurs, et tu en parles dans ton livre, donc si tu peux un peu tisser les liens entre ces trois oppressions. Bon, évidemment, il y aurait le genre aussi, mais c'est lié avec la sexualité, donc je te laisse élaborer si tu veux. Oui. En tout cas, dans mon livre, j'ai fait le choix d'ouvrir l'introduction sur les débats qui avaient lieu en 2013 à l'Assemblée nationale autour du mariage pour tous, et qui sont des échanges entre des députés sur l'ouverture donc au mariage. Et je ne sais plus si ça parle de PMA exactement, mais où surgit un argument qui est l'argument dit de nature. Et où se renvoie la balle, les députés se renvoient la balle pour ce qui relèverait de la nature ou de la bonne nature, est-ce qu'il lui échapperait ou en sortirait, en disant, en débattant, est-ce que la nature appartient à tout le monde et pourquoi pas épouser son chien, etc. Et en fait, cet argument dit de nature, c'est quelque chose que j'ai conscientisé progressivement, mais je me souviens qu'il m'avait beaucoup marqué au moment des débats de 2013, et puis qui est revenu, qui revient assez régulièrement quand il s'agit de discuter de tous les enjeux bioéthiques, de la PMA, de la GPA, etc. Et j'avais évidemment cet argument est particulièrement parlant et évocateur pour beaucoup de personnes LGBTQI ou qui se définissent comme telles. Parce que il y a toute une histoire en fait philosophique, critique, intellectuelle qui rejette des expériences de vie qualifiées de déviantes ou de contre-nature, justement hors de ce qui relèverait de la bonne naturalité, d'un idéal justement d'une nature, d'un idéal naturel en fait, une sorte des idéologies en fait sous-jacentes au concept de nature et à sa protection. Et évidemment, face à cet héritage-là, quand j'ai commencé à m'engager dans les milieux écolos en amont de la COP21, il y avait quand même un peu cette sorte de nœud qui trottait dans ma tête, qui continue de m'habiter, de me dire mais quelle place on peut avoir, nous, en tant que transpédéguines, queer, intersexes, dans ces espaces-là, sachant que à certains endroits de l'écologie, même au sein de l'écologie, la vision de la nature qui s'impose actuellement, en tout cas qui s'esquisse par moments aussi de manière complètement impensée, ou en tout cas pas toujours consciente, c'est une vision extrêmement hétéronormative, même dans la manière qu'on a de parler des animaux, de la reproduction, de la croissance, une vision extrêmement hétéronormative, et qui par moments même développe des positions ouvertement queerphobes, transphobes, LGBTQI-phobes de manière plus générale. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir que au moment en tout cas où j'ai commencé à conscientiser un petit peu ces nœuds-là et ce dont on hérite aussi, nous, en tout cas les jeunes générations je qualifie encore dans de jeunes générations, qui souhaitent s'engager aussi dans ces espaces militants, c'est aussi des imaginaires, et des imaginaires qui à certains endroits sont aussi problématiques, même dans les espaces dans lesquels on souhaite militer. Et effectivement, les réflexions au moment où je commençais à m'engager, qui étaient des réflexions écoféministes, des réflexions alors qu'on pourrait qualifier d'écologie décoloniale, partaient aussi d'autres oppressions, mais finalement articulaient aussi cette question de qu'est-ce qui a été considéré, alors soit rejeté du côté de la nature, soit associé à des formes de naturalité bestiale, je parle notamment des corps racisés, à qui faudrait civiliser, soit associé à une nature à dominer, dont on pourrait tirer les ressources. Donc c'est aussi ce que peut tisser les réflexions écoféministes. Et je me dis, nous, c'est à quel endroit on se situe. Et nous, ce serait plutôt de rejeter, il y aurait la bonne nature et puis la contre-naturalité, la maladie, le vice. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de m'apercevoir que, en tout cas, l'argument de la nature, pouvait être un levier d'oppression et d'exploitation et de construction de groupes minoritaires, à l'intersection entre effectivement le genre, la race, la sexualité, etc. Et que finalement, je vais arrêter là. Voilà.
Oui, en fait, tu viens de nommer la classe aussi, qui est très importante, parce que, comme tu l'insinues aussi dans ton livre, c'est moins développé, mais c'est là aussi. Il y a aussi un certain... parfois de l'autre côté, disons, il y a une certaine pensée qui dit, bon, mais ce qui est plus urgent, c'est de résoudre, par exemple, les inégalités économiques, etc., et que ces questions écologiques, c'est un peu... ça fait un peu bobo, c'est les gens qui ont déjà la survie qui est assurée, qui peuvent, même au niveau géopolitique, donc les pays qui sont riches peuvent maintenant se poser des questions sur la décroissance, machin, mais les pays pauvres, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on veut croître, justement, on veut se développer. Donc il y a aussi des questions de classe et coloniales ou géopolitiques qui se pose, n'est-ce pas? Oui, après c'est vrai que la question de quelles urgences priment et de comment on pense l'écologie, c'est dans la première partie de mon livre, ce qui m'intéressait, c'était un peu les formes de fractures qu'il pouvait y avoir entre des expériences de vie minoritaires, notamment queer, mais pas que, et un discours majoritaire sur l'écologie qui ne prendrait pas en compte la question de la classe, la question des vulnérabilités aussi spécifiques de différents groupes sociaux. Mais après, bon, moi, c'est vrai que la vision de l'écologie qui m'intéresse, ce serait une écologie plus globale, en fait, qui finalement cherche à penser l'écologie comme un art aussi des relations sociales, économiques, avec le vivant, humain, non humain, mort et vivant. Je vais pas pousser plus loin parce que je pense que j'en aurais pas d'autres. Et donc pour moi, en fait, c'est des urgences qui s'articulent. En fait, c'est aussi un des pouvoirs et une des puissances aussi de ces écologies à partir de perspectives minoritaires, ou en tout cas de personnes qui ont été construites comme minoritaires, c'est de justement faire résonner les urgences et de repartir aussi d'urgences vécues. Et ce qui est par exemple aussi intéressant, c'est que bon, bah, du coup, j'embraye un peu sur autre chose, mais sur la question des vulnérabilités spécifiques des personnes transpédéguines, queer ou intersexes. C'est quelque chose au moment où je répondais à des questions dans les médias qu'on mettait beaucoup en avant et parfois un peu maladroitement de dire oui, les LGBTQI seraient particulièrement plus exposés à la crise climatique, ce qui est vrai et pas vrai, en fait. Mais ce qui est, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'était de constater que, et puis aussi à partir de recherches universitaires qui ont commencé à être faites, mais très peu diffusées en fait dans les milieux français, que oui, les personnes discriminées, en fait, et les personnes qui sont constituées comme des minorités, à certains endroits, sont particulièrement vulnérables à une série de choses, notamment le réchauffement climatique, mais en fait pas que. On l'a vu aussi pendant la pandémie, par exemple, qui a été un moment où j'écrivais le livre, c'était de voir les vulnérabilités spécifiques des travailleuses du sexe, par exemple, des personnes LGBTQI migrantes qui sont particulièrement vulnérables. Alors déjà, en tant que migrantes, le sont, mais LGBTQI migrantes aussi particulièrement vulnérables dans le fait de pouvoir trouver refuge ou un foyer safe pour venir se réfugier ou se confiner, que la question du foyer, quand il s'agisse d'avoir besoin de s'y réfugier ou d'y rester confiné pendant une pandémie, ou pendant des incendies, ou pendant un ouragan, ou voilà, en fait la question du refuge de manière plus générale, elle est absolument pas évidente à penser pour des personnes LGBTQI+. Donc en fait qu'à plein d'endroits il y a des vulnérabilités spécifiques et systémiques qui touchent aussi les minorités de genre et les minorités sexuelles, et évidemment on voit aussi que ça s'entrecroise aussi avec la question de la classe et de la race, parce que c'est souvent aussi des personnes qui sont LGBTQI racisées, des personnes aussi qui viennent de quartiers populaires, etc. Donc évidemment de toute façon c'est jamais un prisme, mais en tout cas il y a des vulnérabilités spécifiques, et il me semble que ça aussi c'est important de le dire, que c'est l'écologie déviante que j'essaye de tisser, en tout cas dans le livre, et de poser quelques jalons de réflexion. C'est aussi une écologie qui cherche à rompre cette sorte de dichotomie entre une écologie qui serait uniquement envisagée comme bobo ou
finalement aussi peut-être pas si anticapitaliste que ça, et puis une écologie qui essaye d'articuler l'environnemental et le social, entre guillemets. Voilà, oui. J'enchaîne sur cette question du refuge dont tu parles beaucoup, non seulement à cause du confinement et de la pandémie qui est intervenue dans le livre, puisque tu l'as écrit pendant le confinement, si j'ai bien compris, mais je remonte à d'autres expériences que tu expliques de façon très vive, comme si tu les avais vécues, mais qui remontent parfois à une époque d'avant ta naissance peut-être. Et donc toutes ces expériences de vie commune, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, qui sont en rapport avec les luttes. Et à l'époque, c'était surtout LGBT, disons, ou gays et lesbiennes. Donc, je veux dire surtout les années 70, mais même avant, même début du siècle. Tu fais une sorte de généalogie de ce type d'expérience, ou de certaines de ces expériences, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Donc, qu'est-ce qui t'a intéressé de cette histoire? Pourquoi est-ce que tu te penches tellement vers l'histoire lointaine, entre guillemets, par rapport à la contemporanéité? Je pense que déjà, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est que, en fait, on a aussi besoin d'histoire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin d'histoire. J'ai besoin qu'on me raconte des histoires aussi pour imaginer d'autres possibles. Ça veut pas dire reproduire ce qui a été déjà fait, mais en tout cas, savoir que ça a été fait différemment avant par des personnes qui ont pu faire l'expérience d'une forme de violence, de minorité aussi, pour leur sexualité, pour leur différence de genre, c'est quelque chose auquel j'avais pas accès. En fait, au moment où je commençais à réfléchir, je me suis demandé s'il existait des histoires un peu déviantes, quoi, et qui seraient pas uniquement des histoires hétéros. Et je vais faire une grosse voix. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que c'était un moment aussi où les textes sur l'écoféminisme, au moment où je commençais à penser, c'était vraiment les prémices du livre, il y avait beaucoup de textes écoféministes qui parlaient déjà de communautés de femmes, notamment un super ouvrage de Françoise Flamand, Women's Lands, qui m'avait mis un peu sur la piste aussi, qui avait eu des communautés, notamment de femmes lesbiennes, qui avaient cherché dans les années 70 à créer en fait des espaces de vie collectifs plus proches de la terre, avec des activités de maraîchage, avec aussi des activités manuelles, avec la volonté de renouer aussi avec un travail manuel et échapper aussi au patriarcat et à des formes de domination hétéro-patriarcale. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, il y a des histoires, et c'était très peu documenté en France, donc il y avait cet ouvrage et puis le travail entrepris par Cambourakis justement pour faire connaître ces textes un peu écoféministes, et j'avais envie de creuser c'est ce qu'il y avait d'autres histoires. Et puis en creusant, en voyageant et en allant notamment en Californie, sont apparues en fait plein d'histoires. Alors celles des Radical Fairies qui ont émergé à la fin des années 70, mais aussi celle des premières communautés gays et lesbiennes autour du début des années 70, qui étaient aussi des communautés qui ont émergé et qui ont été constituées par des militantes et des militants qui étaient quand même très proches en général des mouvements radicaux de gauche, et qui avaient du mal avec les mouvements dits de gauche radicale qui étaient encore pétris d'homophobie, de lesbophobie, et qui en fait vis-à-vis de la question de la sexualité, en tout cas aux États-Unis, avaient énormément de mal à se laisser traverser par les questions de libération sexuelle, en tout cas à certains endroits, et qui du coup ont eu besoin de se séparer à un moment, et puis de participer à ce grand mouvement des années 70 quand même de Back to the Land, de retour à la terre, mais en constituant leur propre espaces de vie. Et bon, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Les Radical Fairies, c'était... Bon, faut pas me lancer sur ce truc, parce que voilà, mais bon, il y a eu plein de... Puis en fait, même en remontant même bien avant ça, ce qui a été immédiatement aussi très porteur et très inspirant, et c'est pour ça que je crois vraiment au pouvoir des ancêtres qu'on se choisit, c'est aussi de voir émerger d'autres figures, même en remontant jusqu'au milieu et à la deuxième moitié du 19e siècle, quoi. Des figures
qui en fait sont apparus aussi au moment, enfin plutôt des pensées qui sont apparues au moment où la question de la sexualité et d'une sexualité non hétéronormée commençait à se penser. Et un rapport au genre aussi qui échapperait à la binarité. C'est tout le développement de la sexologie, de la science sexuelle, pour prendre le terme de Foucault. Et c'était intéressant de voir aussi qu'à la fin du 19e siècle, ces penseurs, majoritairement, alors il faudrait mettre aussi un petit peu je pense qu'il y a eu aussi des penseuses, mais en tout cas ceux qui avaient accès à la publication, à l'éducation, malheureusement c'était essentiellement des hommes. En tout cas, quelques-uns parmi eux ont cherché à penser, à élaborer une vision politique à partir de leur propre expérience de déviance, entre guillemets, et à, on va dire, réclamer cette différence pour en faire une sorte de puissance politique révolutionnaire, alors avec plus ou moins révolutionnaire, mais que c'était pas uniquement théoriser la différence sexuelle, c'était aussi à certains endroits penser à comment on fait société, quel rôle nous en tant que dissidentes, déviantes, on peut jouer au sein de notre société et quel lien on tisse avec la question de la nature et de la naturalité. Est-ce qu'on en est exclu ou est-ce qu'on fait partie d'une conception de la nature plus large? Et là, il y a des penseurs et des penseuses qui se sont inscrits ensuite dans ces questionnements-là tout au cours du XXe siècle. Mais je pense notamment à Edward Carpenter. Je fais un peu d'autopromo, j'ai un livre qui sort sur lui le 17 février, mais qu'un petit truc d'introduction, qui est très peu connu en France, qui a été, c'est un des penseurs en tout cas qui est vraiment important sur ces questions-là. Mais il y en a bien d'autres, qui a inspiré aussi énormément d'autres. Donc en fait tout ça pour dire que c'est important. Pour moi c'est déterminant de pouvoir aller chercher. Il y a un travail un peu militant aussi, d'archéologie ou de généalogie, qui me semble essentiel parce que ces mémoires sont constamment minorées, hétérosexualisées, oubliées, que ce soit des mémoires queer, mais pas que. En fait, ces mémoires minoritaires, c'est un vrai, qui est d'ailleurs le nom de l'association d'archives LGBTQIA à Lyon, que je vous conseille d'aller voir si vous les connaissez pas déjà. Donc pour moi c'est un vrai enjeu, et c'est un vrai enjeu politique aussi de rendre cette visibilité-là. C'est un peu ce que vous faites dans ces archives ou à travers cette association dont tu fais partie, Mémoire des sexualités à Marseille, non? Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? C'est du coup le pendant marseillais de mémoires minoritaires à Lyon. Mémoire des sexualités, c'est un centre d'archives LGBTQI qui existe depuis assez longtemps, plus de 40 ans. Mais qui en gros se transforme là depuis à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans, parce que la personne qui a créé ces archives, qui s'appelle Christian Deleuze, à la fin des années 70, début des années 80, je crois qu'elle a commencé à les constituer, mais je ne veux pas dire de bêtises, il faut regarder le site, en gros a acheté, et dispose d'un espace dans lequel elle a collectionné énormément d'archives liées à la sexualité, principalement gay à la base, et puis ça s'est élargi progressivement, et récemment a transmis aussi toute cette démarche à un jeune collectif plus mixte LGBTQI, et on a un jardin aussi dans lequel on organise des événements, dans lequel on cultive aussi des plantes, et ça a été un peu déterminant pendant la pandémie d'ailleurs pour tenir, mais ça a été aussi un endroit très important pour moi parce que il y a quelque chose d'un passage entre le jardin, l'espace d'archives à l'étage, et le jardin a un pouvoir de séduction et d'attraction très fort et qui permet aussi de s'intéresser aux archives. Donc il y avait des sortes de contamination comme ça et d'alliance entre les plantes, la mémoire qui me semblait très fort. Et donc on a un espace collectif dans lequel on se rencontre, on partage des archives et on accueille aussi. Et là, on est en train de déménager, et c'est aussi ça pour moi
la question de cette mémoire, de rendre une mémoire vivante, c'est-à-dire re-raconter des histoires, mais trouver aussi des moyens de re-raconter ces histoires. Et le jardin est un support aussi pour partager ces mémoires-là. Mais justement, j'enchaîne avec quelque chose qui m'a beaucoup plu de ton livre, aussi de ton attitude envers cette généalogie, envers ce qui se passe actuellement aussi. C'est que tu n'hésites pas à mettre en question certaines choses, à réfléchir aussi sur les impensés ou les impasses de la pensée écologique, comme de la pensée sur l'homosexualité, par exemple, et un rapport avec la nature. C'est-à-dire, par exemple, tu expliques aussi, puisque tu as fait allusion à ces penseurs de la fin du 19e siècle, comment souvent pour faire accepter l'homosexualité, ils avaient recours à l'argument naturel. Donc, mais ça a continué parce qu'au XXe siècle, quand la génétique est née, je m'en souviens, bon, je m'en souviens pas parce que c'était dans les années 50, mais je veux dire, je me souviens d'il y a 10 ans ou 15 ans, quand on cherchait le gène de l'homosexualité, par exemple. Donc, on essayait d'évincer toute question d'agentivité, mais aussi de construction culturelle qu'il y a dans toute conduite humaine et non humaine aussi. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler. Une autre des contradictions, par exemple, c'est celle de l'attitude envers les villes. Là, je dérive vers une autre thématique, mais peut-être que tu peux lier les deux. C'est-à-dire que très souvent, il y a cette tentation de fuir la ville, puisque c'est l'image même de la consommation effrénée, de la pollution, de les grandes villes en tout cas. Mais tu signales aussi comment, dans l'histoire des personnes LGBTQI+, la ville a été souvent, et est souvent encore, en lieu refuge, justement. Donc je ne sais pas si tu veux un peu parler de ces contradictions ou de ces questions épineuses un peu. Au moment en tout cas où j'essayais de saisir les formes de fractures qui pouvaient exister entre des expériences dites ou catégorisées comme déviantes et on va dire certaines des lignes dominantes de l'écologie ou de ce qu'on pourrait appeler un retour à une sobriété heureuse, à la nature, etc. Il y a donc effectivement plusieurs contradictions qui sont apparues. Pour peut-être d'abord partir des villes, il y avait effectivement certaines des injonctions qui avaient notamment émergé par le biais de tribunes et puis qui sont aussi moi des désirs que je peux avoir personnellement, qui seraient d'aller déménager quoi. À l'époque je vivais à Paris, donc c'était partir de Paris pour la campagne et du coup abandonner la ville qui se trouve évidemment conceptualisée et critiquée comme un espace impossible à sauver et qui à certains endroits effectivement ça fait question au regard des logiques qui sont à l'œuvre dans le développement des métropoles, etc. Donc il y avait une sorte de grand discours un peu écolo promu par des urbanistes, des architectes, des écologistes, etc. Il faut investir massivement la ruralité, la campagne, etc. Et évidemment, face à ce discours-là, il y a plein de questions qui se posent et qui se posent aussi en tant que personne queer ou personne minoritaire. C'est qu'est-ce qu'on quitte en quittant la grande ville et de quel privilège on dispose aussi quand on va s'installer à la campagne et qu'est-ce qu'on modifie aussi en se déplaçant. Et c'est vrai que c'est pas une réponse simple, c'est pas un binaire. Moi, ce qui m'a très vite marqué quand même, c'est que une partie de notre histoire ou des histoires LGBTQI sont aussi associées à la grande ville. Pour le pire ou pour le meilleur, parce que les premiers moments où on associe des formes de déviance sexuelle, c'est quand même dans la Bible, la Bible, Sodome et Gomorrhe, Babylone. Donc il y a aussi tout un imaginaire qui est énormément repris d'ailleurs par des critiques de la grande ville, qui associent aussi la ville au lieu de débauche, à la décadence, ce qui insinue aussi une forme de décadence sexuelle. Donc on est associé à la ville par le vice, entre guillemets, mais ou comme
comme fléau ou dernier stade de la civilisation, quoi. Mais on est aussi, nous, associés dans nos histoires à la ville, parce que c'est dans la ville aussi que pour beaucoup, pas toutes, on trouve des espaces de liberté, des communautés, qu'on retrouve, enfin aussi qu'on peut tisser des formes de solidarité peut-être plus immédiates ou plus rapides. Je dis pas que on n'a pas toutes le même droit à la ville. Mais du coup, c'est aussi dans ces, enfin, on y est attaché en fait, et on y a des dépendances. Donc, que faire aussi quand on doit vivre en ville? Comment aussi repenser l'écologie à partir de nos expériences quand on est en ville et quand en fait nos réseaux de solidarité sont en ville. Donc c'est pas c'est pas simple quand on a besoin d'un accès aux soins, quand on est séropos, qu'on a besoin d'un suivi, ou même quand on l'est pas et qu'on a quand même besoin d'un suivi, quand on est DDS, quand on est LGBTQI et exilé. En fait, je veux dire, il y a plein d'espaces, il y a plein d'attachement à la ville qui me semble pas évident, et du coup ça m'agaçait aussi, en tout cas c'est quelque chose que je trouve toujours un peu problématique effectivement en termes de qui est-ce qui peut s'octroyer le fait de déménager à la campagne. Ça veut pas dire que toutes les personnes privilégiées déménagent à la campagne, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont à la campagne parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour vivre en ville. Donc voilà, les choses sont plus compliquées en général. Puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter un petit peu des perspectives justement des personnes LGBTQI qui s'étaient installées à la campagne ou dans des espaces plus ruraux, ou parfois périurbains, mi-chemin vers la ruralité. Et du coup, comment eux retissaient des liens de solidarité aussi dans des espaces ruraux. Donc ces contradictions, et ces paradoxes-là, de toute façon, c'est des paradoxes du réel avec lesquels on compose, donc c'était aussi important dans le livre de raconter des histoires qui pouvaient se passer dans différents espaces, même si naturellement j'ai plus sollicité des espaces ruraux parce que c'était peut-être aussi moi, mes propres tropismes et mon imaginaire un peu aussi biaisé vis-à-vis de ça. Et du coup, pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur la question de renaturaliser pour se dépathologiser, ou en tout cas pour légitimer le droit à exister, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très fort et qu'on fait encore beaucoup dans les milieux un peu écolo ou éco-queer. Il y avait un peu toujours ce slogan qui m'a fait un peu question, quoi, qui est nature is queer, ce qui n'est pas exactement la même chose, donc, mais bon, je me disais dans quelle mesure on doit absolument calquer, vouloir renaturaliser nos expériences pour pouvoir justifier leur existence, en fait. Et comme on l'a vu, le concept de nature, c'est un concept qui est, alors à certains endroits très occidental, pas que, mais qui est aussi un concept qui sert de levier à énormément d'oppression et d'exploitation. Et du coup, moi, je suis plus intéressé par l'idée d'abolir, en tout cas, cette sorte de binarité nature contre nature ou nature-culture, nature-technique, de réfléchir à comment on traverse, en fait. Nos existences sont nécessairement façonnées par des existences qui traversent en fait ces notions-là, non duelles en fait, plutôt que de vouloir reprendre un peu les outils du maître pour justifier de notre existence. Et c'est vrai que c'est ce que font beaucoup de sexologues à la fin du 19e, c'est que dans cette volonté un peu de dire non, on n'est pas déviant, on n'est pas malade, c'est de partir un peu dans des sortes de justifications un peu hygiénistes, scientifiques, où il faut démontrer le caractère sinon inné, en tout cas biologique. Et je dis pas qu'il n'y a pas des biologistes justement qui travaillent sur la queerness, ou en tout cas l'importance par exemple des anomalies dans les écosystèmes, des marges, etc. Mais c'est pas exactement la même chose comme démarche que j'en parle un peu dans là ça devient peut-être un petit peu trop abstrait, mais en tout cas je trouve qu'il faut manier cet argument de nature avec attention, pour éviter à mon sens, justifier des catégories qui sont en fait à certains endroits extrêmement, sinon problématiques, en fait excluantes et marginalisantes. Oui.
Justement, tu as mentionné la question de la technique aussi, qui est un rapport avec ça, puisque au sein des mouvements écologistes, il y a souvent ou parfois un rejet de la technologisation extrême de notre société et aussi de ce que, par exemple, le théoricien queer Paul B. Preciado appelle la pharmacopornographie, ou le système pharmacopornographique, donc dans le sens qu'on est et ça c'est accentué pendant la pandémie avec le mouvement anti-vaccin aussi, etc. Donc cette idée que il faudrait mettre des limites, c'est un concept que tu aussi tu mets en question, ce concept de mettre des limites. Donc mettre des limites à ce qui serait une dépendance de la pharmacologie, par exemple. Mais en même temps, dans la communauté transpédéguine, etc. Donc il y a parfois il y a parfois un besoin de survivre qui dépend aussi de la pharmacologie, parce que tu as fait allusion souvent à une autre pandémie, celle du sida, qui est encore là, bien sûr. Donc, et puis évidemment toutes les transitions aussi de genre ou de sexe-genre très souvent impliquent aussi la pharmacologie ou des procédés médicaux. Donc, pas toujours, mais disons souvent. Et donc, je voudrais aussi, si tu veux, un peu commenter ce paradoxe ou cette contradiction aussi. Au moment où j'étais justement... au moment où je réfléchissais, en fait, à la place que pouvaient occuper où se créent les expériences et les vies transpédées queer-gwyn au sein des mouvements écolos. C'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, ce qui a été assez très vite visible, c'est qu'il y avait quand même pas mal de textes, notamment à l'endroit de la critique de la technique ou du système technicien et de ses dérives, qui très vite sombraient, alors soit dans des formes d'homophobie, mais aussi très vite dans des associations où, par exemple, le transhumanisme, en fait tout ce qui était trans se trouvait jeté dans le même sac, en gros, et où par exemple tout ce qui aurait relevé de modifications corporelles, d'usage d'une forme de technique, aurait été associé à une forme de dépassement de la limite de la naturalité d'un corps qui nous aurait été donné, sinon par Dieu, en tout cas imposé par la nature, et que vis-à-vis duquel il faudrait pas franchir cette frontière, quoi, qui est une frontière presque sacrée. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était au moment où je me penchais un petit peu sur quelques textes d'écologie politique canonique, qui sont très importants en fait pour l'écologie politique française, mais qui sont aussi des personnes, donc je pense par exemple à Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau, qui sont aussi des personnes qui ont un prisme religieux très fort. Cette question de la sacralité de ce qui relèverait d'un bon corps et puis d'une division entre nature et technique, à certains endroits me semblait absolument pas, sinon faire la place aux expériences queer, ou dans le pire des cas, s'avérait extrêmement violente vis-à-vis de nos vies, au sens large. Alors le sida et les malades du sida pouvaient, à la fin de sa vie, la vie de Jacques Ellul, pouvoir être associés à une sorte de châtiment divin. Bon, ça c'est un peu autre chose, mais dans les textes qui se sont inspirés ensuite de Jacques Ellul et qui continuent aujourd'hui, notamment à Lyon, hein, il y a quand même une petite constellation entre Lyon, Grenoble, décroissante, technocritique, qui est assez violente en fait vis-à-vis des expériences queer. Voilà, dans les textes qui ont suivi, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une incapacité à comprendre ces expériences-là et une volonté à les rejeter de l'ordre du cyborg, en reprenant justement des textes un peu féministes, notamment de Donna Haraway, du monstrueux. Et donc on retombe vraiment dans ce truc en fait, on se retrouve constamment associé à la décadence capitaliste, aux dérives du système technicien, comme si nos vies n'étaient pas, et je pense que c'est pas que les vies transpédées queer et gwyn et intersexes, comme si nos vies n'étaient pas de toute façon façonnées
d'une manière ou d'une autre par rapport à la technologie. Je veux dire, en fait, que ce soit des opérations chirurgicales, que ce soit tous les processus de soins, les vaccins, les aides à la fertilité. En fait, de toute façon, on grandit, on évolue dans un réel qui est à mi-chemin, qui n'est pas à mi-chemin, mais qui est en fait ce que Donna Haraway qualifie de nature-culture. Et en fait, vouloir faire porter la responsabilité des dérives d'un système technicien au queer, c'est ça qui me pose problème. Et du coup, ce serait à nous de nous justifier de nos attachements, alors que nous sommes... et les animaux également, en fait, c'est ce que dit aussi Donna Haraway, qu'en fait le vivant tel qu'il existe est de toute façon façonné par un rapport à la technologie. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge peut-être et réfléchir collectivement et aussi à partir de nos expériences à une critique de la technique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on questionne les formes de domination, de violence qui sont à l'œuvre dans certaines technologies qui peuvent nous être nécessaires à notre survie, qui peuvent répondre à des désirs, etc. Mais seulement ça doit venir aussi des concernés pour élaborer, et je pense que ça c'est encore des choses qu'on a à faire. Je pense à la fois à notre dépendance aux médicaments, à questionner aussi j'ai tout un chapitre sur le soin parce que ça m'intéressait aussi de voir comment on peut repenser par exemple notre dépendance à la pharmacopée, c'est-à-dire les médicaments liés au traitement contre le sida, mais aussi à la prévention, la PrEP par exemple, comment on repense le rapport aux hormones, quand on repense notre dépendance aux big pharma, aux multinationales. Les questions du vaccin en ce moment sont évidemment font résonner aussi ces questions de comment on se réapproprie des savoirs, comment on réclame de la transparence sur la production et la fabrication, comment on s'autonomise peut-être en créant des laboratoires indépendants. Donc il y a beaucoup de choses à... Mais là aussi, les queers et les féministes ont esquissé des tentatives de réponse. Ouais. C'est ce que j'essaie de raconter un peu brièvement, mais c'est ce sur quoi je travaille un peu actuellement aussi. C'est d'aller voir aussi dans nos espaces comment on essaye de répondre nous aussi à ces problématiques. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas de notre responsabilité. Enfin, on est un peu le paillasson sur lesquels, en fait, il est facile aussi sur lequel on a l'habitude de s'essuyer quand il s'agit de qualifier les dérives du système technicien. Et ouais. Oui, entre autres, tu parles aussi de la médicalisation, de comment échapper à la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement, par exemple, de la part des femmes. C'est-à-dire que même pas de la PMA, c'est quelque chose qui a été vraiment accaparé par la médecine traditionnelle, disons. Et tu parles de certaines expériences, certaines communautés de femmes qui essayent d'échapper à ça, non ? Mais je pense qu'il serait temps de passer la parole au public si... quelqu'un a des questions? Une question, oui, je vois une main qui se lève là au milieu, mais je pense qu'il y a un micro qui va vous arriver. Sinon, on ne va pas vous entendre. Ah, c'était pas la même personne. Non, c'était ici, c'est ici plus bas. Alors... Vous pouvez lever la main de nouveau. C'est ça. Et après, là-bas, oui. Pardon ? Merci. Bonjour. Donc, vous parlez des radical fairies, si je le prononce bien. Est-ce que vous pourriez le définir, s'il vous plaît ? Oui. Alors, le mouvement des radical fairies ça constitue en 79, donc en Californie, dans l'Arizona. Le premier rassemblement, c'est dans l'Arizona. Et alors, le définir, je pense qu'elles-mêmes te diraient qu'elles ne sont pas forcément définissables, parce qu'elles existent encore. Hein, c'est un mouvement, alors je ne sais pas si on peut le qualifier comme mouvement, mais c'est une communauté, en tout cas, qui s'est disséminée à beaucoup d'endroits dans le monde. Donc, ça émerge en 79, et avec l'impulsion à la base, c'était de réfléchir collectivement, de se retrouver, notamment sous la forme de rassemblements dans des espaces ruraux, pour réfléchir collectivement au rôle que pouvaient jouer les hommes gays
ou en tout cas les êtres qui se reconnaissaient dans un esprit gay, dissident, critique de forme un peu de consommation et de vie urbaine associée au capitalisme, et qui avaient envie d'explorer collectivement ce que ça pouvait vouloir dire d'être gay, et aussi de se questionner sur quel rôle on a à jouer dans la société. Et donc qui du coup était aussi très très marqué par c'était quand même la contre-culture des années 70, donc c'est aussi le néopaganisme, c'est des spiritualités alors non occidentales avec toutes les questions que ça pose de réappropriation culturelle, mais en tout cas à l'époque c'était quand même aller chercher d'autres formes de spiritualité où les expériences queer ou déviantes n'auraient pas été criminalisées ou punies par des textes religieux, mais de trouver justement des formes de religiosité et de spiritualité compatibles, et aussi des exemples dans d'autres sociétés qui auraient donné de la valeur à des expériences non binaires ou non hétéronormatives. Et donc bon, c'est une communauté qui a énormément muté dans les décennies qui ont suivi. Il y a eu des sanctuaires qui se sont créés progressivement aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, et puis bon, qui ont essaimé un peu partout. Donc voilà. Oui, voilà, je peux continuer, mais bon, en gros, cette communauté, ces communautés existent encore, et ce qui était au départ très peut-être plus blanc, gay, cisgenre, a progressivement, voilà, c'est aussi laisser traverser, non sans heurts et tensions. Ça dépend des endroits, ça dépend des lieux et des personnes qui composent aussi et qui organisent ces rassemblements, se laissent traverser par d'autres questionnements identitaires, se remet en question parce que c'est quand même un espace mouvant. Voilà. Et donc, moi, j'ai pu, genre, que j'en parle un peu dans le livre, aller dans une communauté dans laquelle j'ai vécu quelques temps et que je suis revenu ensuite. Qui a disparu malheureusement, ce qui indique aussi à certains endroits la fragilité de ces espaces, non pas forcément que en raison des personnes qu'ils composent et des équilibres internes, mais aussi parce que c'était en Californie au moment des incendies, pandémie, enfin bon, plein de choses ont joué. Donc voilà, il y a aussi des sanctuaires et des espaces de vie qu'elles ont constitués et qui existent encore pour certaines. Voilà. Pourquoi utiliser le terme PD, sachant que dans l'avis commun, c'est plus péjoratif ? Enfin, pourquoi assumer de se nommer comme tel ? C'est toute la... En fait, c'est une démarche qui est assez ancienne, hein. Réclamer l'insulte, c'est aussi c'est, on va dire, ne pas laisser l'insulte dans les mains des dominants. Et donc de réclamer l'insulte, ça ne veut pas dire que tout le monde a le droit de pratiquer cette... Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, chacune, mais l'idée en tout cas pour moi, et pour aussi une certaine histoire aussi politique et militante, c'est de faire que l'insulte soit dans nos mains et qu'on en fasse quelque chose de valorisé. Donc c'est aussi venir confisquer l'insulte aux dominants pour se la réapproprier et la réclamer. Et c'est pas propre aux communautés PD ou gays, en fait. C'est ce que font énormément de minorités en règle générale. Le terme de queer, d'ailleurs, à la base, est aussi, a pu être un adjectif d'insulte qui a été aussi réclamé. Donc voilà, c'est toute une tradition aussi dans laquelle on s'inscrit et qui permet aussi de par moments repolitiser aussi une identité, parce qu'une identité c'est aussi quelque chose qu'on se construit et qu'on se construit comme on a envie de la construire et qui est mouvante, et moi je me reconnais pas nécessairement toujours dans le terme de queer, mais je me reconnais pas non plus dans le terme de gay qui me semble m'échapper à plein d'endroits, donc c'est aussi tout un c'est pas un travail, mais c'est en tout cas quelque chose d'un parcours personnel et intime qui moi m'intéresse plus. Bonjour, on parlait tout à l'heure d'archives, d'histoires, de traces qu'on laisse dans le futur et pour les prochaines générations. Et justement, avec votre ouvrage, vous laissez une nouvelle trace dans une communauté. Et moi, je m'interrogeais justement sur les symboles que vous avez utilisés, notamment sur la couverture du livre. Les symboles que vous avez utilisés sur la couverture du livre. On voit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette couverture de livre, les questions, les couleurs, les formes que vous avez choisies,
et qui est au demeurant très belle, je trouve. Alors, ça fera plaisir à celle qui a fait la couverture, qui est en fait une amie à moi. On a milité ensemble et qui s'appelle Hélène Alix Mourier, qui est artiste et documentariste. L'idée, c'est que, en fait, j'avais envie d'éviter, ce qui est trop bien avec Cambourakis, c'est qu'on peut décider de sa couverture et le faire comme on a envie de le faire. Et j'avais un peu envie d'éviter ce qui m'apparaissait un peu très vite, mais bon, on y est retombé un tout petit peu quand même, mais qui était l'idée de faire des fleurs un peu génitalia, etc. Mais j'avais envie quand même qu'on puisse travailler. Donc, en fait, bon, je vous décris le truc, mais en gros, l'idée, c'était de reprendre le motif du danger biologique et de se le réapproprier, d'en faire une sorte de fleur un peu mutante, justement aussi de créer un imaginaire en réclamant un petit peu ce vers quoi on est repoussé, mais justement à nouveau en réclamant aussi le stigmate et en faire quelque chose d'autre. Et donc l'idée, c'était de créer une forme un peu étrange. Après, j'ai laissé aussi un peu l'imagination de mon ami prendre le relais. Donc on avait à la fois envie de pouvoir floraliser entre guillemets ce danger biologique, de jouer aussi autour de toutes ces évocations des queers comme fléau social, comme toxique, à un bon écosystème et à la bonne nature et à une bonne société, donc de réclamer une forme de potentiel disruptif ou dissident. Et puis on avait aussi envie, alors là du coup on a juste la couverture, mais en fait c'est un truc qui déborde à l'intérieur et sur les côtés, que ça justement ça sorte du cadre, quoi, que ça dévie, et du coup que ça vienne un peu grignoter à l'intérieur dans le rabat intérieur. Et puis il y avait l'idée aussi de mémoire, tu parlais de mémoire effectivement, et de rendre apparentes des racines. Donc sur l'autre côté, il y a les racines qui sont à l'envers, ce qui était un peu inspiré d'un autre... Il y a eu des très très beaux dessins de racines qui sont apparus à un moment sur les réseaux sociaux. C'était incroyable, tous les rhizomes et toutes les racines souterraines. Il y avait aussi un peu ce truc-là qui traînait dans un coin. Et puis bon, les couleurs, hein, c'est plutôt clair. Mais ouais, en tout cas le rôle de l'iconographie, j'aurais voulu presque aller encore un peu plus loin, mais bon, à un moment faut s'arrêter. Mais c'est important aussi. Il y a beaucoup d'artistes et qui produisent des choses intéressantes aussi sur ces enjeux-là. En effet, oui. Bon, je pense qu'il faut qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup, Si, de ton livre et de cette conversation si intéressante. Merci vraiment. Merci.